Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo live de la Ligue des auteurs professionnels, la web émission dédiée à vos métiers. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler d'un sujet épineux, un sujet qui vous pose beaucoup de questions. Nous allons parler de notre régime de sécurité sociale. Et pour ce faire, nous serons en présence de Richard Desthirs. Bonjour Richard. Bonjour. Alors, on dit deux tirs ou des tirs? Tu peux me Deux corriger. tirs. Deux tirs, ok, Deux parfait. tirs. Alors, Richard est spécialiste du non-recours aux droits sociaux. Il est auteur, mais aussi un grand militant. Donc, nous allons avoir beaucoup de choses à nous dire sur ces sujets. Nous sommes également avec Pierre Morel. Bonsoir, Pierre. Bonsoir tout le monde. Pierre qui est en déplacement parce que Pierre est photographe et du coup, il est actuellement en reportage. Donc, Pierre va nous parler justement de son métier de photographe et nous allons essayer justement à travers tous ces lives de varier les artistes-auteurs de métiers différents et de secteurs différents. C'est tout l'objectif. Et nous sommes avec Isabelle Dubois qui représente aujourd'hui la charte des auteurs-illustrateurs jeunesse. Bonsoir Isabelle. Bonsoir tout le monde. Parfait. Alors pour démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet sur ce que c'est que le régime social des artistes-auteurs. Je vais me tourner dans un premier temps vers Isabelle. Donc la Charte des auteurs-illustrateurs est une association que beaucoup connaissent. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la charte en premier lieu? Alors la Charte des auteurs-illustrateurs jeunesse est une association qui existe depuis 1975, donc il y a quand même 45 ans aujourd'hui, qui est un peu pionnière dans le domaine de la représentation des artistes-auteurs et particulièrement des auteurs de littérature jeunesse, parce qu'elle a été la première à établir des recommandations tarifaires pour les rencontres scolaires, les rencontres en bibliothèque, etc., qui sont une source de revenus hyper importante pour les auteurs et les autrices de littérature jeunesse, qui rencontrent beaucoup leur public. Et la petite histoire veut que quelques auteurs s'étaient retrouvés dans une auberge bretonne. La Bretagne, toujours la Bretagne. C'est important, la Bretagne, terre de révolution, pour se concerter et se dire mais pourquoi allons-nous dans toutes les écoles de France et de Navarre comme ça gratuitement porter la littérature, parler de nos œuvres sans jamais être rémunérés. Voilà. Donc la charte fait ça depuis longtemps, elle promeut à la fois des projets un peu artistiques et des projets plus militants, mais j'ai envie de dire que même dans nos projets culturels, il y a toujours un aspect militant parce que le but du jeu à la charte, c'est véritablement promouvoir le côté professionnel des artistes-auteurs, des auteurs et des illustrateurs et illustratrices de littérature jeunesse, c'est-à-dire leur faire prendre conscience que c'est un métier, et qu'avec la notion de métier, il y a des droits, des devoirs, des aspects qu'on aime et des aspects qu'on aime moins, comme l'administratif, ce dont on va parler ce soir. Donc, j'entends déjà râler, dire « Ah, mais je suis allergique à tout ça ». Et tous les artistes le sont, mais c'est important de comprendre les tenants, les aboutissants pour véritablement se sentir professionnel et être considéré comme un professionnel, une professionnelle, je crois. Donc, dans ce domaine-là, la charte, c'est des efforts depuis 45 ans pour essayer d'expliquer comment ça fonctionne, ce qu'est qu'être un auteur et une autrice et essayer de défendre ses droits. Voilà. Et c'est un sujet sur lequel on reviendra, c'est quelque part à quel point les organisations professionnelles ont un peu pris la place de l'État dans le travail d'information à une population spécifique. Alors, je me tourne vers Richard. Richard, tu es vraiment spécialiste des non-recours aux droits sociaux sur d'autres populations que les artistes-auteurs, mais c'est ce qui nous intéressait aujourd'hui dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est que le non-recours aux droits sociaux et de la façon dont tu l'as perçu, toi, à travers ton engagement? Bien sûr. Tout d'abord, je crois qu'il faut rappeler qu'on a un système social qui est bâti depuis longtemps sur la solidarité. À la fois parce qu'on a une histoire ouvrière qui a débroussaillé, obtenu des droits sociaux importants par des luttes, mais aussi parce que au lendemain de la guerre, il a été nécessaire de bâtir une protection sociale. Or, la question du non-recours au droit est une question extrêmement sensible et douloureuse parce qu'elle frappe en premier lieu les gens qui en ont le plus besoin. Et il faut savoir que dans notre pays, pour bien montrer l'ampleur de ce que ça représente, 38% des ressources des 10 ménages les plus pauvres proviennent de prestations.
C'est-à-dire que nous voyons bien là à quel point y accéder est décisif, surtout dans les périodes de crise. Parce que on peut toujours, on imagine à quel point le chômage va encore malheureusement se développer, mais ne pas pouvoir accéder aux droits qui vous protègent, c'est tomber un peu plus dans la pauvreté et beaucoup de familles dépendent de tout ça. Donc on a une première chose à identifier, c'est qu'il s'agit de droits et de droits sociaux et souvent de droits sociaux qui proviennent de cotisations ou de la solidarité nationale par l'impôt. Donc, ce non-recours, il prend des fois des proportions très très importantes. J'en dirai un petit mot, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a un enjeu de bataille idéologique et politique. À l'orée des années 2000, il y a eu des campagnes terribles contre ces assistés, ces gens qui sont oisifs. Il y a eu même chez Éric Ciotti, là, dans les Alpes-Maritimes, une brigade de surveillance des gens qui étaient au RSA. Alors qu'on sait qu'il y a, je crois le chiffre, c'est 5,7 milliards d'euros de RSA qui ne sont pas versés. Et les raisons sont connues, enfin sont connues pas suffisamment, mais parce que les gens ne connaissent pas leurs droits, parce qu'il semble que les démarches qu'il faut effectuer sont trop difficiles ou qu'ils pensent ne pas y avoir droit. Donc on a un ensemble de raisons qui militent en faveur d'un regard très très différent sur le sujet, et je pense qu'il faut la saluer, le travail que fait Sciences Po Grenoble et en particulier Odenor, qui a publié un ouvrage qui reprend l'ensemble des droits qui ne sont pas perçus par ceux qui y ont droit. En particulier, là, on a l'exemple de 767 millions d'euros de manque à percevoir pour les ménages éligibles aux tarifs sociaux du gaz et d'électricité, 700 millions d'euros pour la CMU, mais aussi 2 milliards d'euros qui ne sont pas versés aux chômeurs parce qu'ils n'en font pas la demande, parce qu'ils pensent ne pas y avoir droit et découragés par les démarches. Donc il s'agit quand même de mesurer l'ampleur du sujet et peut-être de ne jamais oublier qu'il y a un projecteur politique et des enjeux de conflit sur ces sujets-là, parce que moi je les ai vécus quasiment physiquement avec des milliers de personnes que nous avons accompagnées dans les institutions dont on parlera pour obtenir les droits auxquels ils pouvaient prétendre, mais on les décourageait ou on les accompagnait pas. Je parlerai peut-être du droit à l'accompagnement, d'un certain nombre de choses assez importantes dans ce domaine qui peuvent être connues, mises en place et développées. Tout à fait. Merci Richard, parce que c'est une introduction sur le non-recours aux droits sociaux et c'est un peu un angle qui pourrait interroger, mais le problème quand on parle du régime social des artistes-auteurs, c'est la question déjà de l'accès à nos droits, puisqu'on a une population professionnelle qui a énormément de mal à accéder à des prestations auxquelles nous avons droit en principe. Alors on va revenir plus en détail vraiment sur la nature du régime, mais je voudrais m'adresser à toi Pierre. Pierre, tu es photographe, mais je sais que tu es dans plusieurs régimes, c'est assez particulier. Peux-tu nous parler de ta situation et de comment tu as découvert le régime artiste-auteur ? Alors effectivement, en tant que photographe, par ce geste professionnel qui est de faire des images et ensuite de les vendre, on va devoir les vendre et les commercialiser et devenir professionnels avec différents statuts ou régimes sociaux en fonction en fait, de la nature des images, pour qui va être le diffuseur, etc. Et moi, effectivement, aujourd'hui, j'ai plusieurs statuts et régimes fiscaux et sociaux. Je suis photojournaliste, donc je suis considéré comme pigiste, journaliste rémunéré à la pige, et là j'ai une relation contrat de travail avec relation donc salariée avec mes employeurs du coup qui sont les journaux. Aujourd'hui là voilà, la presse française c'est une spécificité très française, elle fait travailler ses contributeurs externes donc on appelle les pigistes sous forme de salariat, donc c'est un bulletin de salaire avec tous les droits afférents
et aussi avec beaucoup de problèmes d'ailleurs d'exercice des droits pour les pigistes, puisque on est salarié sans avoir le moyen de faire appliquer des fois nos droits, et puis avec des montants de salaire très, très minimes par rapport à un salarié à plein temps. Donc ça, c'est mon premier statut. De l'autre côté, pour aussi faire certains types de photographies, comme de la photographie de mariage ou de la photographie des portraits, par exemple, d'identité, donc là, ce qu'on appelait historiquement la photographie sociale, ces métiers-là de la photographie qui s'adressaient à des particuliers étaient réalisés souvent sous le statut d'artisan. Donc, c'était des studios en centre-ville, c'était aussi des studios de mode, de publicité, donc avec des SARL des fois, des SAS, des gens en SASU. Puis est arrivé l'auto-entrepreneuriat en 2008, qui a eu beaucoup de publicité et qui permettait en fait de réaliser donc vraiment une prestation. Et entre ces deux options, il y a la troisième qui est donc le statut d'artiste-auteur, régime d'artiste-auteur, que moi j'ai découvert du coup à l'école de photographie que j'ai faite en 2008 pour devenir photojournaliste. Et souvent, on rentre d'abord dans ce régime statut, pardonnez-moi les confusions des termes, mais justement c'est intéressant, par la question du droit d'auteur, qui est franchement l'alpha et l'oméga de ce qu'on nous explique quand on commence le métier de photographe. On dit, voilà, chaque photo que tu fais est protégée par le droit d'auteur, donc quelque chose qui est très ancien, le code de la propriété intellectuelle, sauf qu'on va peu expliquer, ou on va expliquer bien après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait ça, de ce droit d'auteur, et quelle viabilité, quelle situation économique on peut faire autour de nos œuvres. Et donc, c'est petit à petit que j'ai pu trouver que droit d'auteur égale, il y a un régime social des artistes-auteurs qui permet d'exploiter économiquement des œuvres, donc des matériaux, des médiums protégés par le droit d'auteur. Donc c'est comme ça que c'est venu petit à petit, et j'ai donc le régime d'artiste-auteur. Je suis affilié en même temps que je suis journaliste pigiste payé à carte de presse. Et alors, j'ai pas ouvert d'auto-entreprise pour faire du mariage. Je passe par du portage salarial via une coopérative d'activité d'emploi. Donc une structure qui va me faire une fiche de salaire et qui va régler une prestation, qui va faire régler la prestation à un particulier qui va faire un mariage. Et c'est comme ça un peu que je me débrouille. Donc ça fait que je vais avoir du mal aussi à exercer mes droits pour chacun des statuts, puisque ça m'oblige à avoir, on va dire, 3 comptabilités, 3 réflexions juridiques différentes. Mais du coup, tout ça, est un peu compliqué. Sachant aussi que, par exemple, les journalistes pigistes, et je finis là, les journalistes ont aussi du droit d'auteur, donc l'outil du droit d'auteur en fait, sur leurs œuvres, sur leurs textes et sur leurs photos qui sont publiées. Et là aussi, il y a des accords, il y a des rémunérations qui sont prévues. Donc pour dresser un tableau de la situation qui est commun à beaucoup de photographes, mais aussi à beaucoup d'autres métiers. Dans le cinéma, c'est pareil. Chez les écrivains aussi, entre la prestation, du journalisme écrit et puis des droits d'auteur qui viennent ensuite. Donc on est très nombreux à cumuler ça. Et ça fait qu'on aimerait bien que tout soit plus ou moins dans le même moule. Oui, mais merci Pierre de ce témoignage, et c'est pour ça aussi que je voulais que tu interviennes. C'est que tu n'es pas seul dans cette situation-là. Nous sommes des populations qui sont soit multimétiers, soit dans un seul métier. Nous avons parfois plusieurs régimes qui s'appliquent. Mais aujourd'hui, nous allons donc découvrir ce qu'est le régime social spécifique aux artistes-auteurs. Et pour le découvrir, quoi de mieux qu'une artiste-autrice qui nous l'explique elle-même en vidéo. Alors c'est parti pour Dessine-moi un statut, notre rubrique dédiée. Le régime des artistes-auteurs est né en 1975. Avant, les artistes-auteurs n'étaient pas considérés comme des travailleurs. Leur rémunération était donc peu chargée socialement. Les droits d'auteur étaient un simple revenu de propriété et pas un revenu du travail. La création du régime des artistes-auteurs correspond à une période de fort développement des industries culturelles. Derrière les œuvres, on réalise qu'il y a des créateurs bien vivants. C'est la première reconnaissance des artistes-auteurs comme des individus qui ont besoin d'une protection sociale. Retraite, indemnité maladie, maternité et paternité, etc. Sa gestion est confiée à 2 associations loi 1901 sous tutelle de l'État. La Maison des artistes pour la branche des arts graphiques plastiques, l'AGESA pour les 4 autres branches, écrivains, traducteurs et illustrateurs, cinéma et télévision, auteurs et compositeurs de musique et photographie. Le législateur a rattaché le régime des artistes-auteurs au régime général de sécurité sociale. Ce choix a mis en place des similitudes entre les artistes-auteurs et les salariés. Si les artistes-auteurs sont des indépendants, on estime que le lien qui les unit à leurs diffuseurs, producteurs, éditeurs, etc., n'est pas neutre, puisque ces derniers exploitent leurs œuvres. Au début, les artistes-auteurs cotisent à même hauteur que les salariés. On met en place une contribution diffuseur. À seulement 1%, elle est censée être l'équivalent de la part patronale et doit augmenter peu à peu dans le temps
pour marquer la solidarité sociale des diffuseurs envers les artistes-auteurs. Mais cette contribution n'augmente que de 0,1% depuis 1975. Les artistes-auteurs, eux, voient leur cotisation sociale augmenter, les plaçant à mi-chemin entre des taux de salariés et d'indépendants selon les cas. Dans les années 2010, des rapports d'État successifs pointent le problème que pose la gestion du régime de 270 000 artistes-auteurs par 2 associations loi 1901, ainsi qu'un certain nombre de défaillances graves. C'est pour cela que depuis 2020, le recouvrement des cotisations est basculé à l'URSSAF Limousin. Les prestations, en revanche, sont versées par les organismes du régime général, CPAM pour la maladie, CAF pour la famille, CARSAT pour la vieillesse. Tous les artistes-auteurs cotisants ne bénéficient pas des prestations du régime des artistes-auteurs. Il faut atteindre un seuil de rémunération, environ 9 000 € de revenus par an, pour avoir accès aux indemnités. C'est un principe général pour toutes les activités professionnelles en France. Pour ceux qui n'atteignent pas une telle somme, ils sont dans la plupart des cas déjà protégés par un autre régime s'ils ont un autre métier. Mais si leur activité d'artiste-auteur est leur activité principale, ils peuvent à titre exceptionnel demander à être affiliés. Quand ils atteignent le fameux seuil, les artistes-auteurs doivent aussi cotiser pour leur retraite complémentaire auprès de l'IRSEC, qui gère 3 régimes différents, RACD, RAAP, RACL. En résumé, le régime des artistes-auteurs, c'est 5 branches gérées par 2 associations loi 1901, la GESA et la MDA. Du fait des défaillances passées, le recouvrement des cotisations est assuré désormais par l'URSSAF Limousin. Quant aux prestations sociales, elles sont gérées par des CPAM, CAF et CARSAT. À cela s'ajoute une caisse de retraite complémentaire qui gère 3 régimes différents. Vous le voyez, le régime des artistes-auteurs est loin d'être simple. À cheval entre assimilation salariée et indépendant selon les cas, divisé en de multiples branches, organismes et caisses, il a été pensé selon les secteurs de diffusion plutôt que selon une seule et même catégorie professionnelle. À quand une grande réforme simplificatrice pour un véritable statut des artistes-auteurs ? C'était une vidéo de Sita pour Dessine-moi un statut. Merci à Sita du coup d'avoir illustré un sujet assez difficile, n'est-ce pas, et complexe pour essayer de comprendre ce qu'est le régime artiste-auteur. Donc si on doit le synthétiser, le régime artiste-auteur est à cheval à la fois entre les salariés et les indépendants. Il est rattaché au régime général pour des travailleurs indépendants qui n'ont pas tout à fait un lien exempté de subordination avec les individus avec lesquels ils travaillent et les entreprises. C'est un régime en plus qui est sectoriel, qui est divisé en branches et pour lequel l'histoire est finalement assez récente. Ce qu'on en retient, en tout cas, c'est ce qui remonte au quotidien dans nos organisations professionnelles, c'est la complexité du régime. C'est-à-dire qu'il existe tout un tas d'interlocuteurs. Je vous donne un exemple très concret. Nous devons déjà faire une déclaration sociale à l'URSSAF, qui est une déclaration que nous avons déjà eu beaucoup de mal à faire ces derniers temps. Et en plus de ça, nous venons de découvrir que notre retraite complémentaire, l'IRSEC, nous demandait en plus de faire une déclaration sociale, puisqu'apparemment, il n'y aurait pas de communication entre ces 2 organismes, ce qui fait que je ne sais pas combien de déclarations on se retrouve à faire la même année, mais ça devient complètement délirant. Du coup, je me tourne vers toi, Isabelle, ton expérience de longue date de la charte. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la vision qu'a la charte du régime social d'abord, et sur ce que tu vois au quotidien en fait avec les adhérents, puisque tu es chargé des relations avec les adhérents, donc c'est toi qui vois vraiment concrètement au cas par cas ce qui se passe. Alors, ce que je dirais, c'est que tout au long des années où les artistes-auteurs étaient affiliés à la GESA, on a vu à quel point c'était compliqué et chaotique. Quand on est passé à l'URSSAF, alors c'est-à-dire depuis 2019 pour les diffuseurs étant toutes les institutions qui font travailler des artistes-auteurs et autrices, et depuis le 1er janvier 2020 pour les auteurs et les autrices, les artistes, on a quand même eu un peu foi en se disant « Ah, bon, l'URSSAF, c'est aller pêcher les cotisations et c'est aller chercher peut-être enfin aussi l'argent des diffuseurs et rétablir un peu les choses, remettre un peu d'ordre dans cette pagaille. » Mais on ne peut pas dire que pour le moment, on y voit très clair et qu'on y voit beaucoup d'ordre. Et on peut surtout dire que le confinement et la crise sanitaire a fait exploser la perte de confiance qu'on pouvait avoir, ou en tout cas qu'on espérait l'avoir, parce que là, on a vu à quel point l'absence de statut, plutôt peut-être la multiplicité des statuts ou le flou du statut des artistes-auteurs,
a fait que les artistes avaient de plus en plus de mal encore à obtenir leurs droits sociaux, c'est-à-dire à obtenir les indemnités quand ils étaient obligés de rester à la maison pour garder leurs enfants, les indemnités pour la maladie, la maternité, etc. Donc en fait, les témoignages qu'on avait avant se sont multipliés considérablement. Et on s'est mis à recevoir des tonnes et des tonnes de témoignages, et aussi à faire les intermédiaires entre l'URSSAF, la GESA et nos membres, pour essayer de résoudre certaines situations qui devenaient ubuesques. Et puis, c'est vrai que tu parlais de la déclaration, Samantha. La déclaration, c'est toujours pas réglé. Il y a encore beaucoup d'artistes, auteurs, autrices qui n'ont pas pu la faire, ni la rendre en temps et en heure voulu. Ce qui est un problème parce que ça va retarder encore un accès aux droits sociaux et un accès à des indemnités qui sont plus que jamais nécessaires dans cette période de crise, dans cette période de crise qui va durer 2021, soyons franches, parce que ça va être compliqué d'aller dans tous les salons parce que beaucoup vont être annulés, beaucoup le font encore, d'aller dans les écoles, etc. En tout cas, de vivre son activité artistique comme elle se vivait avant le Covid. Donc les témoignages sont vraiment exponentiels et on fait un travail de remontée, un vrai travail de remontée vers les organismes sociaux, mais aussi on fait un travail d'écoute important quelque part parce que justement quand ils appellent ces organismes, personne ne leur parle. Donc il faut bien que quelqu'un les écoute et essaye de faire quelque chose, et c'est ce que nous on essaye de faire. Et c'est ça qui est assez inquiétant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que des organisations professionnelles dont l'objectif est de défendre les droits, mais normalement notre sujet prioritaire, ça devrait être de rééquilibrer nos conditions de travail et d'exercice de nos métiers par rapport à ceux qui exploitent nos œuvres. Et en fait, on se retrouve à jouer le rôle d'organismes sociaux en réalité, avec des cas dramatiques. Nous, on a eu des cas terribles, qu'on ne décrira pas ici parce que c'est l'intimité évidemment des adhérents, mais des choses vraiment bouleversantes où les personnes n'arrivent pas à avoir accès à leurs droits. Et en plus, en période de Covid, on l'a bien vu, la situation était extrêmement difficile. Richard, tu connais bien ce sujet, mais sur d'autres populations professionnelles, à quoi ça te fait penser ce qu'on est en train de dire? Ça me fait penser à une première chose, c'est quelle représentation on a des acteurs en présence. Et je pense que le parallèle avec les saisonniers me paraît intéressant parce que les artistes, quelle image on en a d'une manière générale? Bon, c'est pas des gens malheureux, ils s'en sortent bien, etc. Bon, et certes, ils ont plusieurs métiers, mais après tout, ils l'ont choisi. Toute cette pression qui est exercée et qui ne repose sur rien ou pas grand-chose, eh bien, on l'a connu avec les saisonniers. Et on est dans un pays particulier, on est le premier pays visité au monde, avec 800 000 saisonniers dans le tourisme et 1 200 000 dans l'agriculture. Donc moi, le cœur de ma connaissance sur le sujet, ce sont les saisonniers du tourisme. Eh bien, on a été confronté directement à ça lorsqu'il y a une quinzaine d'années, on a pris le sujet à bras-le-corps, parce que la représentation qu'on avait des saisonniers, c'était ils n'ont pas à se plaindre, ils font du ski l'été, puis ils vont se faire bronzer la pilule au soleil, l'inverse, quoi, vous avez compris. Oui. Et donc, il y a eu un travail de fait de témoignages. On a recueilli, je crois, 450 témoignages qu'on a publiés. Et le on, justement, c'est important. Nous avons réussi à quelques-uns qui avions la détermination et puis peut-être de bons relais à regrouper 15 associations et mouvements qui étaient éparpillés sur ce sujet-là. Chacun faisait son petit truc dans son coin, les syndicats se bouffaient le nez entre eux, etc. Et donc, on a créé le Forum social des saisonniers. Ce forum social avait pour ambition de braquer les projecteurs sur le sujet afin de pouvoir travailler dessus. Parce que, par exemple, le dernier forum social, ça faisait une quinzaine d'années qu'avait été adopté en 1999 131 propositions visant à améliorer la situation des saisonniers. 6 avaient été appliquées. Donc, on était
dans cette inertie, au milieu de rapports de force sociale. Et en travaillant sur la représentation, nous avons pu démontrer que 800 000 saisonniers cotisaient, mais seulement 80 000 accédaient à leur droit à l'assurance chômage. C'est très intéressant ce que tu dis. Et que cette assurance chômage était minorée de 25%. Et jusqu'en 98, les saisonniers cotisaient, mais n'avaient droit à rien. C'est-à-dire que cette représentation-là pesait à tel point que les employeurs cotisaient, les salariés cotisaient, mais bon, la représentation faisait que comme c'était des glandeurs qui allaient au soleil et au bord au ski, voilà. Donc ça a été. Nous avons rencontré tous les groupes parlementaires avec ces témoignages. La pression était forte, on n'a rien lâché, on écrivait à tout le monde, etc. Je sais que c'est une bataille de chiens, enfin une bataille militante où il ne faut rien laisser passer et agglomérer des forces. Je reviendrai peut-être un petit peu sur tout ça quand on examinera quel levier on peut actionner. Ceux qu'on a actionnés, certains ont fonctionné. Et je pense que voilà, on est de toute façon sur ce sujet-là. Complètement. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Richard, parce que dans les premières concertations que nous avons eues au ministère de la Culture, on nous a dit que notre régime coûtait cher. Alors, c'est très étrange parce qu'en fait, c'est un régime pour lequel on cotise à même hauteur que les salariés et bientôt comme des indépendants, et pour lequel ceux qui sont épargnés, ce sont en réalité les diffuseurs de nos œuvres. Parce qu'en fait, les entreprises qui nous font travailler ont une forme d'exception du fait de la culture française, qui est qu'ils ne cotisent qu'à 1,1% par solidarité pour nous, et que quand en 1975 notre régime a été mis en place, l'idée était que cette contribution augmente au fur et à mesure pour couvrir une partie justement des cotisations, ce qui n'a pas été le cas. Et donc on pourrait dire que le régime coûte cher, mais dans ce cas-là il coûterait cher parce que ce sont les diffuseurs de nos œuvres qui sont épargnés, mais surtout coûter cher, qu'est-ce que ça signifie quand on n'a aucune donnée chiffrée aujourd'hui sur l'accès aux prestations? La seule qu'on a, c'est sur les auteurs et autrices de bande dessinée. On sait que 88% des auteurs et autrices de BD qui exercent ce métier n'ont jamais posé un congé maladie et que 81% de toute leur carrière n'ont jamais posé les congés parentaux, ce qui correspond très bien à la réalité de ce qu'on vit. Pierre, est-ce que tu peux nous parler, toi, est-ce que tu as un jour posé un congé maladie? Est-ce qu'un jour, tu as eu des indemnités maladie dans ta carrière? Non, j'ai pas. Enfin, heureusement, parce que j'ai pas eu de maladie, en tout cas, qui m'a forcé à prendre un congé de moi-même ou de blessure. Par contre, il est vrai que du coup, de par la situation, enfin, on pourrait dire que quand je vais voir un médecin, et ça peut m'arriver quand même de temps en temps, et ça arrive à beaucoup d'autres aussi, je vais jamais demander, même ça me vient même pas à l'idée de demander un arrêt maladie, parce que de toute façon, même si c'était 4 ou 5 jours, je sais que ça serait le temps de faire tous les papiers, etc. Ça serait une demi-journée peut-être. Tu aurais 4 ou 5 jours pour faire les papiers. Voilà, et du coup, je préfère travailler ou continuer à travailler, etc., plutôt que de me mettre en arrêt. Et d'ailleurs, avec ce type de politique, on voit dans le contexte actuel que si on n'a pas une réponse politique forte et simple pour permettre aux gens de s'arrêter de travailler quand ils n'ont pas leur santé ou qu'ils sont malades du Covid ou cas contact, eh ben, les gens vont continuer parce que on est des agents économiques, donc on a besoin de vivre, vont continuer à travailler. Donc ça pose aussi des problèmes de santé publique sur le long terme. Et la même question va se poser parce que beaucoup d'entre nous, voilà, c'est quels congés parentaux et quels moyens d'accès à ces congés parentaux, à quelle rémunération également, puisque quand on est sur plusieurs statuts, c'est quel congé je vais faire jouer. Donc voilà, après tout n'est pas tout noir, hein. J'arrive à avoir de la formation continue, il y a quand même des droits qui sont arrivés ces dernières années et qu'on peut exercer. Ça coupe un petit peu, Pierre. Voilà, pardon, je parle peut-être un peu vite, mais on a quand même des droits qu'on peut exercer qui sont nouveaux, comme la formation continue, même si elle a été remodifiée encore ces dernières années, mais qui a été à ses débuts, quand elle était gérée par l'AFDAS, très généreuse, on va dire, pour l'époque. Donc il y a quand même des choses qui sont possibles.
Donc ça montre que voilà, avec un peu de volonté politique, on peut faire des choses plus simples. Moi, j'ai été très surpris quand j'ai commencé mon métier. C'était donc en 2008. C'était le moment où le gouvernement donc de l'époque Sarkozy a lancé l'auto-entrepreneuriat avec énormément de publicité et on va dire une certaine simplicité, en tout cas par rapport à notre statut. Et donc ça montrait que le pouvoir politique pouvait aussi faire des choses relativement simples, même si c'est un statut aussi précaire en soi, mais cette publicité a attiré énormément de gens qui auraient dû être artistes-auteurs dans ce régime-là. Et du coup, on se demande, voilà, qu'est-ce que le pouvoir attend pour mettre en place quelque chose de simple. Voilà, parce que sinon, on est obligé de se débrouiller nous-mêmes. Moi, en vous écoutant tout à l'heure, je me disais, bah oui, moi, pour beaucoup d'histoires de déclaration sociale dont tu parles, moi, je fais appel à une comptable. Donc, c'est une dépense de 1 000 € par an, parce que c'est mon métier, mais elle est spécialisée dans les artistes-auteurs et elle va permettre de gérer cette complexité. Alors, c'est vrai que beaucoup de professions et d'entreprises ont une comptable, un comptable. Par contre, on pourrait se dire, vu la précarité de nos métiers, vu l'accessibilité à ces métiers-là, les pouvoirs publics devraient faire preuve de plus de simplicité et devraient prendre en compte la précarité préexistante à ces métiers et du coup, voilà, faire des démarches qui soient simples, etc. et effectives. C'est vraiment une vraie question aussi sur la complexité, ce que tu décris, Pierre. Aujourd'hui, notre régime de sécurité sociale, quand il a été bâti en 1975, il a été bâti à l'aune en fait des secteurs économiques de la culture. C'est-à-dire qu'il y a une branche audiovisuelle, une branche livre, enfin bon. Et c'est des branches d'ailleurs qui ne sont pas réfléchies selon les individus, mais vraiment selon les exploitants des œuvres qui les font travailler. Et ça ajoute une complexité énorme et qui est assez incompréhensible à notre sens à la Ligue des auteurs professionnels, puisque autant sur nos négociations contractuelles, on peut comprendre des vraies spécificités de métier, mais autant sur le sujet des droits sociaux. Nous sommes absolument tous égaux devant tous ces incidents de la vie ou les bonnes nouvelles de la vie qui font qu'on a besoin d'une prestation sociale. Et pourtant, dans un récent décret dont on parlera dans de prochains lives qui est sorti, qui était l'occasion d'une véritable réforme un peu plus novatrice et qui rénoverait justement notre régime, eh bien, ces branches sectorielles ont été maintenues avec du coup parfois des accès pour certains métiers et à d'autres non, ce qui est assez étrange. Isabelle, qu'est-ce que tu penses de cette approche sectorielle du régime et qu'est-ce que tu comprends de ce que les adhérents déchiffrent de la multiplicité de ces interlocuteurs et organismes auxquels on doit s'adresser? Je pense qu'ils ont beaucoup de difficultés à déchiffrer et que l'approche sectorielle, elle est aussi due à une vision sociale globale de ce qu'est un artiste. Un exemple simple, Pierre parlait de congé maladie, de ce qu'il va chez le médecin. Je pense qu'en fait, un artiste qui va chez le médecin, il est malade, il a la grippe. Je pense qu'il y a à peu près 0,5% des médecins qui doivent penser à lui proposer un arrêt maladie. Si le médecin demande vous faites quoi, vous êtes artiste, ça ne viendra jamais dans la petite tête du médecin de se dire il a besoin d'un arrêt maladie, alors que si la directrice ou la secrétaire va voir le même médecin pour la même pathologie, en 5 minutes, il a son arrêt ou elle a son arrêt maladie. Donc, c'est une vision globale, je crois, de la conception de l'artiste et du fait que ça n'est pas considéré comme une profession. Donc, cette mode de millefeuille sectorielle, je pense que ça découle beaucoup de là et ça découle en effet de la gestion des droits. Mais j'aimerais juste dire que peut-être que le Covid a permis quelque chose, une petite prise de conscience chez les auteurs et les autrices. C'est-à-dire qu'avant ça, ils comprenaient pas, ça les fatiguait, on mettait sous le tapis et on attendait. Là, le fait que l'activité se soit arrêtée brutalement, le fait que tout à coup, fini les salons, fini les rencontres, fini les revenus, ils ont été obligés de demander. Je crois que nous avons un avion qui passe, non? C'est un tracteur. C'est les moissons derrière chez moi. Très bien, vas-y Isabelle. Non, mais je disais que du coup, les artistes ont été obligés de faire appel au fonds de solidarité comme les autres travailleurs.
Et là, ils ont frappé le mur de la non-compréhension de leur statut, du fait qu'ils sont totalement invisibles aux yeux de Bercy, aux yeux des caisses d'allocation familiale, etc. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai problème. Ils se sont tout à coup rendus compte que oui, ils cotisaient, mais que du coup, ils ne pouvaient pas empocher l'argent quand ils en avaient besoin. Et ben, je crois que quelque part, le Covid, ça a été un petit coup d'électricité et de prise de conscience. Alors, c'est un peu brutal, je suis d'accord, mais c'est peut-être un gain pour l'avenir, cette prise de conscience. En tout cas, c'est vrai que nous, dès que la mission Bruno Racine avait été lancée, à la Charte, à l'époque, du coup, j'étais vice-présidente de la Charte, et tu te souviens, Isabelle, on avait fait un énorme dossier qu'on avait remis à cette mission de témoignages, comme tu le disais, Richard, c'est-à-dire que vraiment, on a pris des centaines de témoignages de ce que vivaient les auteurs et autrices en littérature jeunesse, là en l'occurrence, pour expliquer en fait au pouvoir public la situation. Et notamment une femme, enfin une autrice, qui se retrouvait avec un cancer et à qui on prescrivait un temps d'arrêt extrêmement court en disant qu'en gros sa thérapie, ce serait les livres qu'elle écrivait, quoi. Et ça, c'est dramatique. Mais c'est aussi ce problème de représentation, comme tu le disais, Richard, auquel on est confronté. On a quand même un autre problème, moi, que j'essaye de déchiffrer, que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on a identifié ça, les pouvoirs publics sont au courant, il y a des concertations qui sont régulières. Je vous donne mon cas particulier. J'ai accouché il y a 2 mois. À mon 4e mois de grossesse, j'ai commencé mes démarches auprès des CPAM pour dire attention, je suis artiste-auteur, c'est un régime spécifique. Limite, je leur citais les textes de loi. Aujourd'hui, mon bébé a 8 semaines très exactement et je n'ai touché aucune indemnité. Je pense que j'en suis à mon 10e échange avec la CPAM, sans exagérer. Alors que je suis très informée. C'est-à-dire que là, il y a vraiment aussi une question de nos interlocuteurs. Comment tu l'interprètes, toi, Richard, cette impossibilité qu'on a? De plusieurs manières. Bien sûr, il y a ce que dit la loi. Parce que la loi, du point de vue de l'information, avait bougé positivement au moment en 98, quand a été adoptée la loi de lutte contre les exclusions. Beaucoup d'associations qui sont nées d'ailleurs au début des années 90, les associations des sans, sans toit, sans revenu, sans emploi, etc., avait beaucoup contribué à ce qu'on se pose ces questions-là. C'est-à-dire qu'on est dans un monde du travail où l'intermittence est une réalité. Alors, il y a le statut des intermittents, mais il y a aussi une intermittence du travail qui s'est amplifiée, puisque en 10 ans, les CDD de moins d'1 mois ont progressé de 120%. Et les CDD de moins d'1 semaine de 80%. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, bien sûr, cotisent, puisque c'est une cotisation en cas d'accident multiple, mais passent au travers des mailles du filet, puisqu'on ne leur reconnaît pas le droit d'affiliation, en quelque sorte. Et donc, la loi considère que le problème des personnes en difficulté n'est pas de disposer de nouveaux droits, mais d'avoir effectivement, c'est ce que dit la loi, accès aux droits fondamentaux existants. C'est vraiment le texte qui dit ça. Alors, un texte, ça ne suffit pas, on le sait, mais il y a aussi une question plus générale, qui est presque une question philosophique. Sommes-nous objet ou sujet de droit ? Et dans la seconde option, ça signifie que les usagers potentiels en situation de non-recours doivent être considérés comme des acteurs de la relation au service public. Alors, c'est des mots, sauf que ces mots-là, il faut les porter collectivement. Je suis bien sûr très, très marqué par tout ce que nous avons fait toutes ces années. Le collectif a été décisif déjà pour s'informer entre nous, pour devenir plus intelligents sur ces sujets, pour prendre des initiatives. Ainsi, quand même, quand je disais que les droits des
des saisonniers à l'allocation chômage était minorée de 25%, nous avons organisé une plainte collective. Bien sûr. Et cette plainte collective a abouti. Et je ne pense pas qu'elle a abouti juridiquement, elle a abouti politiquement. C'est parce que c'était tellement, tellement gênant pour eux, le contraste entre le réel et l'institutionnel, qu'ils ont été obligés, et c'est ce qu'on appelle les partenaires sociaux, en termes choisis, de délibérer, hein, puisque c'est tous les 2 ans que se modifie la réglementation de l'assurance chômage, afin que ces saisonniers soient des CDD comme les autres. Donc je fais un peu ce détour sur la question, premièrement, de la reconnaissance du droit, deuxièmement, des démarches que l'on peut engager, et troisièmement, de cette question du droit à l'accompagnement. Puisque vous avez amené ces témoignages, peut-être faut-il que dans une caisse qui est connue, on accompagne des ayants droit pour faire valoir leurs droits en invitant la presse, parce que je sais que ça fonctionne, afin de créer un événement qui permettrait sans doute ensuite sur le terrain législatif de faire valoir mieux la reconnaissance de ces droits. On a essayé, on a mené beaucoup d'actions depuis 2018 en ce sens. Nous avons enterré le livre sous les fenêtres du ministère. Et d'ailleurs, étrangement, nous avons ensuite été beaucoup plus écoutés après cet enterrement en bonne et due forme, avec des concerts et tout ça. Car oui, on aime aussi rire malgré les situations tristes et dramatiques qu'on peut rencontrer. On a toujours cet humour et cette créativité qui nous caractérise. Je vois que Pierre se promène beaucoup. C'est le métier de photographe qui veut sûrement ça. Pierre, je vais te poser une dernière question par rapport à ce sujet, en fait, de collectif, parce que c'est ce dont parlait Richard. Toi, Pierre, tu suis beaucoup toutes les actions syndicales, et d'ailleurs de différents syndicats. Il y a un débat en ce moment sur la représentativité pour les artistes-auteurs, c'est-à-dire qui les représente, qui représente leurs conditions de travail. Est-ce que ce sont les organismes de gestion collective qui collectent et répartissent des droits? Est-ce que ce sont des associations culturelles? Est-ce que ce sont des associations même d'intérêt général? Ou bien est-ce que ce sont les syndicats? Toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que photographe? Je pense qu'en tout cas, c'est clair que c'est une des clés qui est extrêmement importante pour améliorer nos conditions. C'est comment on peut faire du dialogue social qui soit coercitif, pas juste des chambres d'écoute. Parce que, pareil, depuis que je fais ce métier, j'ai dû être auditionné, comme plein d'autres organisations, peut-être 5 à 10 fois en 10 ans, sur des missions, sauver la photographie, comment va le journalisme, etc. Et donc les rapports, la situation est posée, etc. Le constat est là. Maintenant, c'est quel dialogue social effectif on peut mettre en place, coercitif, c'est-à-dire avec des actions vraiment fortes et obligatoires pour les clients, pour les diffuseurs, etc. Et pour l'instant, pour nous, en tout cas les artistes-auteurs, ce n'est pas le cas. Il y a différentes instances qui sont gérées parfois de manière paritaire, comme la GISA, comme l'AFDAS, où il y a des représentants de différentes organisations, mais on n'a pas d'élection professionnelle. Ouais. On peut être syndiqué. Moi, je suis syndiqué du coup en tant que journaliste au Syndicat national des journalistes pour tout ce qui a trait à la relation journaliste-pigiste. Je suis dans une organisation professionnelle chez les photographes, non des photographes professionnels. Puis je suis aussi dans des structures un peu transversales. Différentes organisations font du lobbying. Il y en a qui ont été créés par des auteurs aussi, notamment les organismes de gestion collectif. Alors nous, dans nos métiers, moi, la photographie, c'est la SAIF ou la SCAM, qui ont fait aussi avancer des choses, mais qui, des fois, on peut avoir l'impression qu'elles prennent trop de place, quelle est vraiment leur place. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on ait vraiment des élections professionnelles faites par les professionnels, donc ça veut dire par les pratiquants, les travailleurs, et que ces élections puissent nous permettre d'avoir des représentants au plus haut niveau possible des négociations, pour pouvoir mettre en place, déjà avoir un suivi régulier, et puis avoir aussi éventuellement des financements, parce que tout ce travail qu'on fait finalement d'information, d'aide à la professionnalisation, d'accès aux droits, il est fait quasiment de manière bénévole ou avec vraiment des pincettes de moyens, et c'est ce qui maintient nos métiers dans une très grande précarité. Donc, si les pouvoirs publics veulent vraiment nous soutenir et soutenir encore la culture vraiment dans sa professionnalité, ça ne coûte pas cher, mais c'est des choix à faire en place dans les prochaines étapes. Et avant de
vous quitter. Voilà, je voulais dire, vraiment, le collectif, c'est super important. C'est aussi, ça permet de sortir de cette situation individuelle. J'ai eu tellement de confrères et de consoeurs qui n'ont pas osé demander le fonds de solidarité sur le Covid parce qu'ils me disaient, on va prendre l'argent d'autres qui ont plus besoin. Pas du tout. C'est vous demander toutes les aides auxquelles vous avez le droit, tous les droits. C'est à l'État, donc à notre société, à notre République, de faire le choix de ce qui lui semble bon ou pas, de définir des critères, mais ce n'est pas à vous, individu, jamais, de prendre la responsabilité de demander une aide, etc. Vous avez le droit de le faire, vous êtes éligible, donc ne culpabilisez pas. Il faut vraiment qu'on change. S'il vous plaît, voilà, demandez vos droits. Demandez les aides qui sont mises à disposition, vous prendrez de l'argent à personne, entre guillemets, il y a des budgets pour ça, c'est des choix politiques et collectifs. Donc voilà, je crois beaucoup au collectif et je crois beaucoup à la réunion des collectifs ensemble pour travailler aussi dans une approche globale, par exemple sur les congés parentaux. J'espère que ça sera une démarche qui va aussi considérer, par exemple pour le congé paternel, qu'elle va être aussi accessible aussi pour les salariés, etc. Donc c'est des choix de société beaucoup plus larges et je pense qu'on peut les gagner de manière très large, voilà, avec d'autres organisations. C'est un beau message en tout cas, Pierre, et c'est ce qu'on essaye de faire en regroupant à chaque live une organisation professionnelle différente. Donc on a eu la Guilde des scénaristes, la Charte, et puis vous verrez qu'il y aura tout un défilé d'organisations professionnelles au long de ces lives pour montrer ces sujets sur lesquels on peut travailler collectivement du coup ensemble. Pierre, je te remercie infiniment. Nous allons nous quitter du coup à ce moment-là du live et nous allons lancer notre autre rubrique qui s'intitule « Ma vie, mes œuvres », les témoignages d'artistes, auteurs et autrices. Je suis Julia Dor, artiste et autrice des livres dans le domaine des loisirs créatifs. Je m'appelle Adrien Thomas, je suis auteur de romans jeunesse et fantasy. Je m'appelle Laetitia Bourget, je suis plasticienne, polyvalente. Pour une petite histoire, j'ai travaillé en CDI dans une grande boîte de médias. Et en 2018, je sors mon premier livre, Doodling créatif. Et je fais une rupture conventionnelle. Je me décide de me consacrer à 100% à mes activités artistiques. Voilà. Je ne sais pas si la création d'un statut encadré pour les artistes-auteurs résoudrait les problèmes que je rencontre dans l'exercice de mon métier de plasticienne. Ce qui est une certitude pour moi, c'est que le régime actuel est tout à fait insuffisant à répondre à la précarité que nous rencontrons pour diverses raisons. Alors j'ai entendu parler pour la première fois du régime des artistes-auteurs en 2014, 3 ans après avoir commencé mon activité d'auteur, le jour où j'ai dû faire une note de droit d'auteur. C'est là que j'ai pris conscience qu'il existait tout un pan d'administratif dont j'avais absolument pas conscience. Je me suis renseigné de plus en plus, j'ai commencé à comprendre ce que voulait dire l'AGSA, ce que signifiaient les cotisations autour de 2018-2019 seulement. Et j'ai reçu ma première lettre du régime en 2019. Et suite à la sortie de ce premier livre, je commence à avoir des propositions de collaboration qu'il faut facturer. Et pour moi, la méthode la plus simple, rapide et connue, c'était de se mettre en statut auto-entrepreneur pour avoir un numéro de SIRET. C'est ce que j'ai fait. Donc depuis 2 ans, je facture mes activités artistiques en tant qu'auto-entrepreneur et je paye mes cotisations à URSSAF de Île-de-France. Jusqu'à cet été, où je reçois la fameuse lettre d'AGSA de URSSAF Limousin qui me propose de me connecter à mon compte pour déclarer mes revenus artistiques. Et en fait, j'ai jamais réussi à me connecter à mon compte. Ça fait 2 mois que j'essaie, mais j'arrive pas. Finalement, j'ai déclaré mes droits d'auteur par lettre. Comme avant, quoi. Donc là, pour moi, la question du statut, si elle devait en fait pourvoir à ce besoin-là, ce serait éventuellement en garantissant un revenu minimum aux plasticiens qui exercent
dans des situations où la rétribution n'est pas possible. Et en fait la garantie d'une protection sociale complète, même si le niveau de revenu est faible. Donc je pense que c'est un régime qui a de gros problèmes, qui est très très mal fichu, qui est complètement déconnecté de la réalité des auteurs et qui n'a que des liens faibles et très très peu solides, très très peu concrets avec les autres administrations françaises, notamment la CAF, l'assurance maladie, etc. Je pense qu'il y a énormément de choses à refaire et qu'à l'heure actuelle, l'AGSA et l'organisation générale du statut est très très problématique. Il reste encore beaucoup à faire pour tout simplement banaliser qu'un plasticien a les mêmes besoins que tout travailleur en fait. Quand il exerce son travail, il n'est pas satisfait simplement de la possibilité d'exercer. Comme tout travailleur, quand un plasticien exerce son travail, il a besoin d'en retirer en fait une valorisation numéraire, les valorisations symboliques n'étant pas une rétribution satisfaisante pour pouvoir répondre aux besoins de notre existence. Et entre-temps, j'essaie d'appeler URSSAF Limousin, URSSAF Île-de-France et j'assiste à une sorte de ping-pong. Je suis renvoyée par les uns vers les autres et bon bref, personne peut me donner une réponse claire sur mon statut, comment je dois faire. Chaque interlocuteur me donne des informations différentes et ça c'est hyper stressant de ne pas savoir comment faire, à quel statut ai-je droit, parce que en étant une artiste autodidacte, j'ai pas fait d'école donc j'ai pas de réseau, je sais pas à qui demander et où avoir des réponses à mes questions sur ce statut. J'espère que la Ligue va m'aider. En tout cas, c'est pour le moment la seule organisation qui apporte certaines réponses claires à des questions que les jeunes auteurs se posent. Nous sommes de retour et c'était les témoignages des artistes, auteurs et autrices. Vous pouvez le voir, la situation est loin d'être simple et ça, c'est le quotidien. Et on a besoin aussi de ces témoignages pour se rendre compte aussi de l'étendue des dégâts, c'est-à-dire qu'on a quand même un régime social qui est basé sur des fondements qui sont intéressants, sur lesquels on a en principe un certain nombre de droits que nous avons énumérés, mais que nous n'arrivons pas à avoir. Alors, on va redémarrer avec une question du chat qui est la suivante. En ce qui concerne le chômage, que faire alors si l'on est seulement artiste-auteur? C'est une grande question puisque, en tant qu'artiste-auteur, nous avons accès à un certain nombre de prestations, aux indemnités maladie, aux indemnités parentales, mais nous n'avons pas, par exemple, accès à tout ce qui concerne les accidents du travail, en l'occurrence, et nous n'avons pas non plus accès au chômage en réalité, puisque nous ne cotisons pas pour le chômage et que les diffuseurs, qui sont l'équivalent de nos employeurs, on va dire d'une certaine façon, ne cotisent pas non plus pour nous pour le chômage. Donc là-dessus, si vous êtes artiste-auteur et qu'à un moment donné, il y a un arrêt d'activité, il n'y a pas de filet de sécurité. Isabelle, est-ce que c'est des questions qui reviennent souvent, les questions sur le chômage? Oui, on en a souvent qui s'inquiètent de savoir si, surtout quand ils débutent l'activité, parce qu'en général, quand les artistes-auteurs autrices sont déjà dans une activité développée, ils se sont vite rendus compte que tout était au chômage. Mais les gens qui sont en début d'activité pensent spontanément qu'ils vont cotiser au chômage et qu'ils auront droit au chômage. Voilà. Donc, une petite chose à savoir, j'en profite, c'est que quand par exemple, on va en résidence ou quand on est au chômage et qu'on touche des indemnités parce qu'on a eu une activité autre auparavant, une activité salariée par exemple, on ne doit pas déclarer à l'assurance chômage les droits d'auteur qu'on perçoit, même si on touche des indemnités chômage. Et ça, il faut le savoir parce que beaucoup font l'erreur de déclarer leurs droits d'auteur et du coup, ça leur rabote leur indemnité. Donc, c'est pas Tout à fait. Eh bien, il y a Aurélie qui nous a rejoint par la voix uniquement, car il y a des petits problèmes techniques de caméra. Aurélie, es-tu bien là avec nous? Oui, je suis là. Bonjour à tous.
Tu seras la voix de ce live. Mais c'est pas grave, ça donnera un petit côté mystérieux. Les auteurs et autrices sont très mystérieux. Vous allez le voir dans une prochaine rubrique de ce live. Aurélie, est-ce que toi, tu peux nous parler du coup un petit peu par rapport à ton vécu, de ce que tu penses en fait de ce régime, de comment tu as découvert tout d'abord ce régime de sécurité sociale? Est-ce que tu as déjà demandé des prestations? Comment tu as été informée de tes droits en fait? Alors, comment j'ai été informée de mes droits? Pour être tout à fait honnête, j'ai mis un certain temps avant d'être au courant que j'avais des droits, tout simplement parce que, comme beaucoup d'entre nous, quand mon premier livre a été publié, j'étais encore salariée d'une entreprise. Et donc, du coup, j'avais tous mes droits par ailleurs grâce à mon salaire. Et je ne me posais pas énormément la question de mes droits par ailleurs. Donc, je m'étais renseignée un petit peu, j'avais vu que la charte existait, que des gens parlaient de choses très étranges comme l'AGESA, l'IRSEC, ça me faisait très très peur. Et donc, du coup, pendant quelques années, en fait, j'ai regardé ça de loin en me disant, bon, si un jour je veux progresser dans ma carrière d'auteur, faudra que je m'y intéresse. Mais du coup, j'ai quand même un petit peu retardé l'échéance. Ce qui est certain, en fait, c'est que j'ai trouvé personne pour me parler de mes droits pendant un certain temps et que c'est vraiment en m'y intéressant, moi, un petit peu plus précisément, au fur et à mesure que j'ai progressé dans ma carrière, que j'ai commencé à publier plus, à passer ce fameux seuil de 900 SMIC, que là, je me suis un peu plus informée là-dessus. Et je pense que vraiment, ce qui m'a aidée, c'était des collectifs, hein, effectivement, parce que j'avais entendu parler de la charte dès le début. Ça m'intéressait depuis le début. Alors, au début, bêtement, j'osais pas trop envoyer mon adhésion. J'étais un peu timide, mais j'ai fini par passer le pas. Et c'est vrai que je le regrette pas une seule seconde maintenant, parce que toutes ces informations-là, en fait, elles sont très précieuses et je trouve pas ça très, très facile, en fait, de les avoir par ailleurs. Vraiment. Tout à fait. C'est très juste. On est très mal informé et même quand on cherche, on passe un temps de décryptage qui est monstrueux et c'est vrai que c'est extrêmement décourageant. Richard, on a beaucoup parlé du coup des difficultés, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a parlé de ces premiers leviers. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu juridiquement? Quelles sont les voies juridiques possibles quand, par exemple, on n'arrive pas à avoir accès à ces congés parentaux? Exemple tout bête. Alors, il faut repérer quel est le bon tribunal. Nous, c'est le tribunal administratif dans ce cas. Bon, mais ça reste une démarche individuelle, hein, oui. C'est clair. Peut-être qu'on peut lui donner une dimension collective à un moment, hein, c'est pas impossible. C'est ce que nous avions fait, mais un courrier explicatif dûment renseigné permet de rétablir le contact avec l'institution en charge de déclencher la procédure. Donc ça reste, mais on est toujours dans le domaine de l'information. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, par exemple, un site dédié clair à l'information, ce qu'on a fait bouger dans le domaine de l'UNEDIC avec le temps, il a fallu du temps. Toutefois, c'est un peu plus clair lorsqu'on va sur les sites, un peu plus clair que quand on va à Pôle emploi. Oui, c'est ça. Mais dans notre cas, c'est vrai que les informations, c'est ce que disait Aurélie, sont difficiles à trouver. Donc, on est dans cette espèce de transvasement où finalement des organisations professionnelles jouent le rôle d'organismes de sécurité sociale, ce qui est quand même un comble. Et même s'il y a des sites et certaines ressources, elles ne sont parfois pas très pédagogiques, il faut être honnête. Parfois, c'est même la structuration même du régime qui fait qu'il y a beau y avoir un exercice de pédagogie de ces organismes-là, en fait, c'est très difficile de les déchiffrer. C'est pour ça que l'information, elle est essentielle et que c'est la clé. Et que nous allons donc retrouver maintenant une nouvelle rubrique, la rubrique « Le saviez-vous » où nous vous informons sur une notion juridique, aujourd'hui la différence entre le régime et le statut. Quelle est la différence entre le statut et le régime? La question est très fréquente et pourtant la réponse n'est pas si simple car il n'y a pas vraiment de définition claire pour ces deux notions. On compte de nombreuses références aux notions de statut et de régime au sein du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. On parle notamment de statut de stagiaire, de statut de conjoint collaborateur, de statut de la fonction publique, mais aussi de régime de l'assurance chômage, de régime général, de régime agricole et évidemment de régime artiste-auteur. Au fond, le statut renvoie à un ensemble cohérent de règles applicables à une catégorie de personnes ayant des caractéristiques communes.
Un statut professionnel comprendrait alors des règles régissant les relations individuelles de travail pour protéger les conditions de travail du travailleur. Le statut renverrait également au droit des relations collectives de travail et comprendrait des règles en matière de représentation et de négociation collective. Et ce statut compléterait alors les règles de la protection sociale, lesquelles découlent du régime social applicable aux travailleurs. Les auteurs et les autrices disposent d'un régime social particulier, le régime des artistes-auteurs, lequel est rattaché au régime général. En revanche, ils ne disposent pas à proprement parler d'un statut professionnel. En effet, côté relations individuelles, on retrouve des règles de droit des contrats dans le Code de la propriété intellectuelle, mais elles ne tiennent pas compte de la professionnalité des artistes-auteurs et des artistes-autrices. Côté relations collectives, il y a bien quelques accords professionnels, mais ils restent assez rares, et du reste, aucune règle n'encadre la représentation des auteurs et autrices à la table des négociations. Voilà pourquoi il faut revendiquer l'amélioration du régime social, mais aussi la consécration d'un véritable statut professionnel pour renforcer la protection des intérêts spécifiques des auteurs et autrices professionnels. Merci Stéphanie pour cet éclairage. Donc régime social et statut, ce n'est pas exactement la même chose. Et cette émission, elle est dédiée au statut avec un point d'exclamation parce que c'est une revendication. Nous voulons un véritable statut, c'est-à-dire des droits effectifs et cohérents dans l'ensemble des textes qui jalonnent notre profession qui n'est d'ailleurs toujours pas reconnue encore à l'heure actuelle. Nous sommes donc de retour avec nos invités. On parlait des leviers possibles. Isabelle, tu me disais qu'il y en a un qu'on connaît bien et c'est vrai, c'est la médiatrice de la sécurité sociale. Combien de fois a-t-on sollicité Madame Bourg, à qui nous faisons une dédicace aujourd'hui, Madame Bourg, médiatrice de la sécurité sociale, pour déclencher des situations personnelles au cas par cas? Le problème, c'est qu'on se retrouve finalement dans quelque chose d'un peu pervers, qui est qu'on aide individuellement un certain nombre d'adhérents à accéder à leurs droits tous les jours, et ça ne devrait pas être ça la situation à l'heure actuelle. Aurélie, la question que j'ai posée aussi à Pierre, mais que j'avais envie de te poser, est-ce qu'à un moment donné, tu as fait appel à des prestations auxquelles tu avais droit, c'est-à-dire soit des indemnités maladie, congés parentaux, etc., ou alors pendant le Covid, des aides qui étaient proposées. Est-ce que toi, tu as essayé de déclencher ce genre de choses? Alors, pour ce qui concerne les arrêts maladie, jamais. Tout simplement parce que, en règle générale, j'ai le sentiment, comme Pierre, en fait, que le jeu en vaut pas forcément la chandelle, dans la mesure où c'est énormément de complications pour finalement très peu. Ouais. Sinon, oui, j'ai fait appel au fonds social. Là, pour le coup, quand même. Et alors, bon, tu étais particulièrement informée, j'imagine. Comme tu disais, tu suis avec attention tout ce que font les organisations professionnelles. Toi, du coup, à ton avis, quel est le mur qu'on rencontre? Pourquoi c'est si difficile pour notre population, en fait, d'avoir accès à ces droits-là? Parce que quand même, quand on regarde les textes de loi, c'est quand même intéressant qu'on soit rattaché au régime général. C'est quelque chose que n'ont pas, par exemple, un certain nombre d'indépendants. Donc, il y a quand même, dans la création de notre régime en 1975, une volonté de donner une protection aux artistes-auteurs. Mais il y a notre autocensure dont tu parles. Mais après, quand on fait la démarche, et ça, on le voit au quotidien, on n'y arrive pas non plus. Donc, entre les artistes-auteurs qui ne font pas la démarche faute d'information, ceux qui ne le font pas par culpabilité et ceux qui n'arrivent pas à obtenir leurs droits, on se demande très sincèrement combien on coûte, quoi. Alors, je peux parler que de mon cas personnel, hein, mais j'imagine que beaucoup se retrouveront là-dedans. Je pense que tout simplement, l'un des plus grands murs que j'ai, moi, c'est que en fait, j'ai l'impression d'avoir une déferlante administrative sur la tête et que, en fait, j'ai suffisamment de complexité toute l'année, parce que je suis dans le même cas que Pierre, hein. Aujourd'hui, j'ai plusieurs statuts. Donc je dois déclarer des choses tous les mois, payer des trucs tous les mois, etc. Et en fait, dès qu'il s'agit en fait d'encore se battre pour récupérer 3 clopinettes, en fait, j'ai plus l'énergie, très honnêtement. Je pense que ça, c'est un des plus gros soucis, parce que au bout d'un moment, une fois que j'ai fini de faire tout cet administratif à la noix, il faut bien que je fasse aussi mon travail, parce que finalement, je suis payée pour ça, c'est ma passion à la base, c'est pour ça que je fais ça. Et je pense que le truc, c'est que c'est pas fluide du tout. C'est-à-dire que si encore c'était un petit peu compliqué, mais que ça fonctionnait, ce serait chouette.
mais sauf que en fait, le problème, c'est que y a quantité de choses qui ne fonctionnent absolument pas. Et donc, dès qu'on commence à se lancer dans un truc, par exemple un formulaire de la Sécu, hein, on écrit notre formulaire bien comme il faut, mais ça va bloquer à un moment ou à un autre. Il va encore falloir se battre pour aller trouver au fin fond de ses papiers dans sa commode celui qui va convaincre tout le monde de notre bonne foi, etc. Donc en fait, pour moi, c'est ça vraiment le problème, c'est qu'il y a des complications partout. Donc non seulement c'est compliqué, mais en plus ça marche pas. On l'a vu avec le site de l'URSSAF. Bien sûr. Donc là, on était obligés quand même de faire nos déclarations, donc je me suis quand même arrangée pour le faire, mais non sans complication, vraiment non sans complication, parce que comme beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent, ça n'a pas été facile d'activer le fameux espace, les codes n'étaient pas bons, on les envoyait pas, etc. Moi, j'ai un problème, c'est que je suis auto-entrepreneur, donc en fait, il fallait mettre mon code d'auto-entrepreneur et pas le code qu'il m'avait envoyé pour que ça marche. Oh là là. Donc voilà, donc il y avait que des choses comme ça. Je pense que c'est, je sais pas si j'ai bien résumé, mais c'est vraiment pour moi. Tu as très bien résumé, hein, et je crois que tout le monde peut en témoigner ici. Voilà, on a tous eu des problèmes d'activation avec le nouvel espace URSSAF, alors que c'est vrai, comme disait Isabelle, avec tous les déboires qu'on a eu avec la GESA, on se disait qu'au moins on passe à l'URSSAF, qu'on était un peu jeté dans le grand tout, mais qu'on aurait finalement un organisme de recouvrement de cotisation qui serait fonctionnel. Alors évidemment, les choses vont finir par rentrer dans l'ordre, mais aujourd'hui les bugs sont tels qu'on ne peut pas vivre sereinement, non seulement le fait de cotiser pour nos droits, mais en plus d'avoir accès à ces prestations. Mais on me dit dans l'oreillette que l'auteur masqué est parmi nous. Je crois que l'auteur masqué a quelque chose à dire. C'est parti pour l'auteur masqué. Bon, c'est pas pour mettre en avant, mais sans moi, avec ton régime artiste-auteur, toute seule, tu serais dans la merde. Non, mais pas du tout. On a les mêmes droits que toi, je te signale. On cotise comme les salariés, exactement comme les salariés. Donc on a les mêmes prestations que les salariés. Tu m'énerves, écoute ça. Code de la sécurité sociale. Sont affiliés aux assurances sociales prévues au chapitre 2 du titre 8 du livre 3 et à l'article R382-2 les personnes mentionnées à l'article L382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée. C'est clair, non ? Alors on peut savoir pourquoi tu n'as jamais pris les congés maternité ? Je savais pas que j'avais droit. Ok. Et si le régime est si bon, alors je peux savoir pourquoi il t'a fallu des mois pour toucher 2 semaines d'indemnité journalière ? 2 semaines en 20 ans ? Ben, il y a eu un bug. Ils se sont trompés, ils m'avaient radié. Cool. Super ton régime. Et donc, t'as touché combien ? Des mois après, quand le bug a été corrigé ? Allez, vas-y, dis-le. Combien pour 2 semaines ? 1 euro. Tu peux parler plus fort ? 480 euros. 480 euros en 20 ans ? C'est vrai que c'est une somme, hein ? Il m'énerve à rire comme ça. Ouais, c'est pas très sympa, mais c'est soit en rire, soit en pleurer. Il y a quand même un truc que je comprends pas. Vous bougez quand même, la Ligue, tout ça. On ne vous écoute pas dans les ministères ? Ça ne gêne personne qu'on vous prélève des cotisations sans vous verser dans les délais des prestations ? Tu sais quoi ? Je me demande même si c'est légal. Tu dis plus rien ? Non. En fait, ça mine de le reconnaître, mais je sais que tu as raison. Pas de statut, un régime pareil, on est fichu. Maintenant, quand on me demande comment devenir auteur, je réponds « Ayez une santé de fer, pas d'enfants, choisissez bien votre conjoint ou héritez de votre grand-mère. » T'as remarqué qu'ils ne rigolent plus ? Ouais, ils ont compris. Tous les jours, des auteurs français formidables abandonnent, et ils le savent. La France, terre de littérature, aura bientôt les livres qu'elle mérite. On signe des pétitions pour que Rimbaud et Verlaine, qui n'auraient peut-être pas apprécié, entrent au Panthéon, mais il vaut mieux ne pas être un auteur provisoirement vivant.
Mais qui est l'auteur masqué? C'est une grande question qui revient souvent. Eh bien, j'espère qu'on saura plus sur cet auteur masqué dans un prochain live. Nous avons de nouvelles questions. Apparemment, le chat est en ébullition là-dessus. Il y a une remarque intéressante qui va synthétiser beaucoup de choses. Donc, en fait, si on ne gagne pas assez, on cotise possiblement pendant des années pour rien du tout. On se fait taxer sans contrepartie. Ça, c'est une référence au fait qu'il faut atteindre le seuil d'affiliation qui est pour nous de 9 000 € à peu près, qui est l'équivalent de 900 SMIC, pour pouvoir en fait accéder aux prestations. Et en dessous de ce seuil de revenu, en effet, on cotise pour la solidarité, mais on n'a pas d'accès effectif aux prestations. C'est qu'on a souvent une couverture sociale par un autre métier, ou alors sinon on peut avoir la couverture sociale universelle. Richard, c'est vrai que ça choque pas mal de gens souvent cette idée qu'on cotise sans avoir de droit, de ce principe de solidarité, c'est-à-dire quand on est en dessous du seuil, mais qui est un principe national, hein, c'est pas une découverte. Est-ce que tu peux nous redire juste quelques bases sur les principes et les fondements de la sécurité sociale? Tu nous parlais de solidarité tout à l'heure. Ben oui, le principe n'est pas d'inverser la solidarité, parce que là, dans ce cas-là, c'est les plus précaires, ceux qui ont moins de ressources, qui cotisent et qui n'ont pas le droit ensuite de percevoir. On est exactement dans le même cas de figure que ce qui se passe avec l'assurance chômage. D'année en année, le principe au départ, c'était qui licencie paye. Imaginez le chemin parcouru en marche arrière sur ce principe-là. Et la sécurité sociale, c'est en effet ce même principe. Je cotise et en fonction de mes ressources et j'utilise en fonction de mes besoins. Et c'est la solidarité qui fonctionne. Là, c'est l'inversion de la solidarité. Exactement, de la même façon que le taux d'appel des cotisations à l'assurance chômage était réparti en fonction de ce principe-là. Celui qui licencie paye. Eh bien, on s'est retrouvé ensuite à égalité de cotisation, etc., etc. Et je pense que là, il y a un véritable sujet politique. Toutes les campagnes qui ont été menées depuis, par exemple, je suis désolé de revenir là-dessus, mais moi, ça m'avait profondément choqué. En 1990, quand Martine Aubry est ministre du Travail, elle inverse le sens même le demandeur d'emploi devient un chercheur d'emploi. Il doit apporter la preuve irréfutable qu'il est bien à la recherche d'un emploi sous peine d'être sanctionné. C'est ce qui s'est passé. Donc l'inversion de la preuve. L'organisme qui est chargé de vous trouver un emploi, un travail, hein, eh bien, vous pénalise ou vous sanctionne. Et là, on passe de l'état social à l'état pénal. Et je pense que les campagnes des années 2000 ont beaucoup contribué à ça, à ce qui s'est mis en place autour de Sarkozy, hein, nommons-le, mais ensuite il n'y a pas eu un seul gouvernement qui ait échappé à ça, faire diminuer à tout prix les statistiques en utilisant tous les leviers. Du coup, ça a des conséquences, bien sûr, sur les caisses sociales. Puisqu'on n'est plus à l'ère du plein emploi, vous l'aviez remarqué, moi aussi. Et donc, ces contrats intermittents ou ces périodes de travail insuffisantes pour pouvoir prétendre percevoir les allocations auxquelles pourtant on a contribué, des prestations. Voilà, on est dans cette situation-là. Et c'est vrai que nous avions fait appel, les mouvements dont je vous parle, au médiateur de la République. Bon, le médiateur de la République, on lui a amené plusieurs témoignages et ça a contribué à l'époque à ce que les médias en parlent. Nous avions été aussi au Conseil économique et social, nous l'avions saisi sur ces questions du recours, du respect des droits, de l'information sur les droits. Ces leviers-là, je pense qu'ils sont vraiment activés et qu'ils contribuent à ce que un faisceau de plusieurs interventions et de plusieurs leviers qui sont actionnés nous permettent de mettre sous les projecteurs ces questions-là, tout en ayant la bataille sur la représentation
que nous avons des auteurs et des artistes. Parce que là, je pense que là, on est fragile de ce côté-là. On est faible. On le voit de toute façon, parfois dans les réactions sous un article, mais de quoi se plaignent-ils, etc. Je tiens simplement à rappeler que 41% des auteurs et autrices professionnels vivent avec moins que le SMIC. En bande dessinée, on a des statistiques qui sont catastrophiques. 36% des auteurs de BD sous le seuil de pauvreté. Donc c'est une population, quand elle se consacre pleinement à son activité de création, qui vit dans une précarité sociale immense. Et nous, on le voit très bien, n'est-ce pas, Isabelle? Parfois, certains adhérents, c'est difficile en fait de payer aussi 50 € en fait pour adhérer à un organisme. Donc, on a des facilités de paiement, etc. On essaie de s'organiser, mais ça montre toute cette fragilité sociale aussi qui est forte et qui doit nous alarmer et qui doit être prise en compte, loin des représentations soit romantisées, soit qui correspondent à une tranche de la population qu'on voit le plus. C'est pour ça d'ailleurs à la Ligue que des auteurs et autrices, je dirais connus, de best-sellers, qui n'ont pas, entre guillemets, de soucis à se faire, comme ils le disent eux-mêmes, se sont solidarisés avec nous pour aider justement ceux qui en ont le plus besoin à avoir accès à ces droits sociaux. Apparemment, il y a beaucoup de questions sur le chat, donc nous allons passer à la dernière rubrique de ce live, que nous finirons donc à 19h30. Eh bien, c'est le courrier des artistes-auteurs. Émilie, générique. Alors, voyons voir les questions du chat. Apparemment, il y en a beaucoup et c'est normal, ce sont des sujets techniques. Stéphanie Lecam, la directrice, est présente dans le chat pour répondre à chaque fois à vos questions. Mais voici une question intéressante. Bonsoir, je suis artiste du livre, carnet de voyage. Mais lorsque je me suis inscrite, la GESA m'a demandé de m'inscrire à la MDA, car mon activité était à cheval entre l'illustration et l'écriture. La SOFIA paie la moitié des cotisations IRSEC pour les auteurs à la GESA. Comment faire pour y avoir accès en tant qu'autrice MDA? Alors j'adore parce que des personnes qui ne connaissent pas le régime ne doivent rien comprendre de ce que je suis en train de dire. Mais pour résumer, voilà, on parlait des problèmes des branches sectorielles et de ce que ça apporte. Nous avons donc 2 organismes de sécurité sociale qui sont des associations loi 1901, chacune régie par des branches différentes. Et donc, c'est vrai qu'il y a une forme d'injustice qui est que dans le secteur du livre, la SOFIA, qui est l'organisme de gestion collective cité, prend en charge une partie en fait des cotisations pour des auteurs et autrices qui dépassent un certain seuil de revenus. Tout ça est assez complexe et en effet, on voit que des acquis du coup de certains auteurs et autrices dans des branches qui leur sont dues ne sont pas les mêmes acquis pour les autres. Et ça, c'est une vraie question puisque ce que j'ai envie de répondre à cette artiste-autrice, c'est qu'on se bat pour quelque chose d'unifié. C'est-à-dire que quand une des branches sectorielles, entre guillemets, a gagné un combat social, eh bien, c'est tout le monde qui devrait avoir ce gain sur les prestations en l'occurrence. Et le fait d'être morcelé selon les secteurs de diffusion, ça nous fait perdre de la force en fait dans nos revendications puisqu'on est déjà peu nombreux, 270 000 personnes. Richard disait les saisonniers c'est 800 000, n'est-ce pas, dans le tourisme. Ouais, donc, on voit qu'on est une population qui est moins nombreuse. Donc si en plus on est divisé par petites branches sur les questions sociales, ça n'a aucun sens, d'autant plus que c'est vrai que c'est une forme d'injustice, peut-être même de rupture d'égalité, que certains artistes-auteurs aient accès à davantage on va dire, de prestations ou de prise en charge en fonction de la force de lobbying, je dirais, de tel ou tel secteur économique. Et ça reste très problématique et c'est pour ça que nous plaidons finalement pour un statut unifié. Ça ne veut pas dire perdre nos spécificités, mais ça veut dire être renforcé justement dans nos combats collectifs et sur notamment le sujet des prestations sociales. Autre question, les administrations sont plus qu'informées. Donc maintenant, il nous reste quoi? Point d'interrogation. Les médias, point d'interrogation, ou les juges, point d'interrogation? Les deux peut-être. Les deux peut-être. Les deux sûrement. Les deux sûrement. C'est vrai que c'est dramatique. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup d'institutions ou de pouvoirs publics qui regardent ce live. Nous avons eu beaucoup de retours là-dessus. Quand on est dans ces réunions de concertation, quand on essaie de porter la réalité de nos métiers, parfois on a du mal à nous croire. Je vous assure qu'il y a 2 ans, quand j'expliquais que le régime, pour nous, il n'était pas profitable, qu'en fait, nous n'arrivions pas à avoir accès à nos droits, beaucoup d'interlocuteurs institutionnels ne me croyaient tout simplement pas. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi que nous nous organisions pour faire porter nos voix et pour expliquer ce ressenti. Toi, Aurélie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que la voie juridique est peut-être la seule voie qui nous reste? La voie juridique, bon,
C'est une bonne question. Oui, bah, je pense qu'effectivement, la voie juridique est une très très bonne réponse. Alors, comme je ne suis pas encore complètement calée sur ces sujets-là, je ne sais pas par quelle voie effectivement on pourrait le faire, mais j'ai l'impression que effectivement des associations comme la Ligue ont en tout cas ce genre de solution en tête et que ça pourrait éventuellement faire avancer les choses. C'est ça le problème en fait, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir faire des démarches juridiques, encore faut-il avoir des moyens financiers. Et beaucoup d'artistes-auteurs en fait n'ont pas ces moyens financiers pour faire ces démarches-là. Donc en fait, ceux qui en auraient le plus besoin se retrouvent souvent complètement démunis en réalité par rapport à ça. Il nous reste 8 minutes. Alors ce que je propose, c'est qu'on essaye de conclure aujourd'hui sur le régime social. Un régime social qu'on a aujourd'hui voulu vous présenter évidemment dans les grandes lignes de ce qu'il est administrativement, mais parler finalement du fléau qui est associé immédiatement à notre régime, c'est-à-dire le fait que nous n'arrivons pas à avoir accès à ces prestations. Richard, tout ce que tu as entendu du régime artiste-auteur, dont tu n'es pas spécialiste en particulier, mais tu as vu beaucoup d'autres professions, oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça t'inspire pour finir, je dirais, toi qui es non seulement un spécialiste du non-recours aux droits sociaux, mais qui est profondément un militant? Oui, oui. Ce que ça m'inspire, c'est que vraiment, il faut actionner tous les leviers. Je l'ai dit, mais je crois que là, c'est l'expérience qui me fait dire ça. Nous avons obtenu gain de cause, à la fois en réfléchissant collectif, mais aussi en allant voir l'ensemble des organismes qui étaient liés à l'assurance chômage et aux saisonniers. Et je pense, par exemple, c'est la période des sénatoriales, nous avions réussi à faire un très beau colloque au Sénat. La Ligue pourrait prendre cette initiative, par exemple, et inviter des auteurs, inviter des parlementaires, inviter suffisamment de monde, parce qu'on n'a pas le choix. Le projecteur doit être braqué en permanence, et il y a, dans ces moments-là, beaucoup d'auteurs qui apprennent aussi, grâce à ces initiatives, que des droits peuvent être défendus, on peut aussi connaître ses droits, et puis sans doute aller vers un projet de loi qui permettrait d'étendre les droits, d'obliger les organismes à faire leur travail, parce que là on est typiquement dans le cas, vous évoquiez cette charmante dame de la sécurité Madame sociale. Bou, on salue. Voilà. On salue à nouveau. Qui fait son costume. Mais voilà, ça fait un peu de mal, quoi. Moi, je ressens une souffrance de ce côté-là quand j'entends que 270 000 auteurs sont concernés et que Madame Bourg, merci, mais voilà, ça ne règle absolument pas la question. Je sais bien que vous le savez mieux que moi, mais donc on a un sujet politique qui nécessite de l'action, qui nécessite de l'action, qui nécessite de l'action. Et beaucoup d'initiatives. Peut-être un nouvel enterrement du livre, qui sait, ou quelque chose d'autre, car nous sommes toujours très, très imaginatifs en la matière. Merci Richard. Isabelle, donc tu es là au nom de la charte ce soir. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience? Parce que la charte, comme tu as dit, c'est 45 ans de conseils. C'est aussi une histoire, hein, la charte. C'est-à-dire que ce sont des auteurs et autrices de littérature jeunesse, dans cette fameuse auberge de Bretagne dont on parlait, qui se rassemblent et qui, à un moment donné, se disent nous voulons des droits aussi comme tout le monde. Et ça, c'est intéressant parce que la charte, quand elle met en place ses tarifs pour les interventions scolaires, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'être un artiste-auteur dans cette société, c'est être un travailleur comme tout le monde qui doit être rémunéré comme tout le monde. Du coup, quel rôle, à ton avis, la charte va jouer justement dans tout ce qui s'inscrit, puisqu'elle est très active? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment à moi, qui suis salarié, de répondre à cette question. Mais tu as le conseil d'administration derrière, donc tu peux... On a un tournant. Je pense qu'on est vraiment à un tournant et que cette réforme a amorcé un tournant. Elle ne le voulait sûrement pas, mais elle a mis en lumière tous les défauts, tous les problèmes. Elle a permis aux auteurs et aux autrices de se réveiller aussi face à ça. Elle fait qu'elle met aussi nos associations un peu au pied du mur, vers où on veut aller, quel chemin on doit prendre, quel futur pour les artistes, auteurs et autrices.
Ça, c'est vrai. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus rétropédaler, je pense. On ne peut plus faire comme si tout ça n'existait pas et on va continuer à bricoler chacun dans son coin entre deux romans et deux petits dessins. Ça, non, c'est fini. Il faut continuer à avancer, il faut prendre les responsabilités que les adhérents veulent bien nous donner et puis essayer de politiquement changer les choses. Alors, le juge, les médias, tout ça, mais s'il n'y a pas une vraie action politique, tout à fait. Aussi, c'est comme ça que ça se passe. S'il n'y a pas d'action politique, ça ne tient jamais sur la durée. Voilà. Donc, moi, pour conclure, ce que je voudrais dire aux auteurs, aux autrices, de faire attention à leur statut, de s'intéresser à tout ça, même si c'est lourd, même si c'est indigeste, de se professionnaliser. C'est nécessaire pour eux et pour la collectivité des artistes, auteurs et autrices. Ensuite, j'ai envie de dire à l'URSSAF Limousin, un petit message personnel à l'URSSAF qui nous regarde peut-être qu'à l'URSSAF retweet des lives. C'est de leur dire, en fait, je me suis étonnée pendant toute cette période de ne jamais avoir eu d'appel de quelqu'un, d'un agent ou d'une agente de l'URSSAF Limousin. Parce que nous, on reçoit les plaintes, les complaintes, on transmet à une personne référente qui travaille avec nous, à l'URSSAF. Mais les agences qui sont sur le terrain, qui sont censées répondre aux questions, faire face à toutes les problématiques des artistes, auteurs, autrices, eh ben, eux, ils ne nous appellent jamais. Alors, je ne sais pas s'ils ont le droit ou pas le droit de téléphoner au monde extérieur, mais j'ai envie de leur dire, appelez-nous. Pourquoi ils ne nous appellent pas, tout simplement? Message à l'URSSAF. Vous qui vous retweetez, appelez-nous. Peut-être que c'est un peu naïf et un peu bébête de dire ça comme ça, mais en fait, pourquoi ils ne nous appellent pas, nous, associations d'auteurs? Il y a des gens dans les associations d'auteurs qui travaillent depuis très longtemps, qui connaissent très bien les rouages, qui connaissent très bien la population. Donc, pourquoi vous ne nous appelez pas pour nous poser des questions et essayer de résoudre? Alors, évidemment, là, le problème, c'est ça, c'est qu'on est dans du cas par cas. Mais après, le cas par cas, les cas se répètent et c'est de la formation finalement dont ils ont besoin, les agents et les agentes. Donc voilà, j'ai envie de dire ça, qu'on n'est pas des fous et des folles furieuses dans les associations. Ce qu'on veut, c'est faire avancer les choses et que tout le monde finisse par travailler sereinement. Exactement. Donc, un message à l'URSSAF, évidemment, ce soir, à qui on n'en veut pas, parce qu'on se doute que les agents sont surmenés et que c'est très compliqué de vivre cette transition. On le sait, mais c'est vrai qu'il faut qu'on trouve une solution. Nous aurons un live dédié à l'URSSAF. Vous verrez, nous aurons toute l'occasion de nous régaler sur le portail artiste-auteur, évidemment. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant dans ce que tu soulèves, finalement, Isabelle, c'est qui ces organismes doivent-ils appeler quand il y a des transitions, des réformes, etc., alors que notre représentativité professionnelle, finalement, n'est toujours pas tranchée. Tant que nous ne serons pas une branche professionnelle reconnue comme une profession, avec en face des syndicats financés à la hauteur de leurs tâches, qui peuvent faire ce travail de représentation comme ils devraient le faire, ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, la plupart, nous sommes des bénévoles qui portons un bout de bras, un travail colossal en étant souvent nous-mêmes précaires, qui en fait devrait être extrêmement professionnalisé et nous permettre de pouvoir créer et structurer un dialogue social effectif, comme le disait Pierre tout à l'heure. Aurélie, une petite phrase de conclusion? Oui. La voix, après l'autrice voilée. Vas-y, dis-nous tout. Tout d'abord, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec Isabelle, que en fait, j'ai découvert au fur et à mesure de ma carrière que c'était très important de s'intéresser à son statut et je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir fait plus tôt par crainte ou parce que j'étais un petit peu impressionnée par toute l'apparente complexité de tout ça. Mais en fait, cette complexité, justement, c'est bien utile pour, comment dire, c'est vraiment ça, en fait, qui nous empêche de faire valoir nos droits. Et c'est vraiment une question, tout simplement, d'égalité, une question de démocratie, qu'on puisse vraiment tous bénéficier de ce pourquoi on cotise. La deuxième chose, c'est que j'appelle vraiment de mes voeux, moi aussi, la création de vrais syndicats pour qu'on soit vraiment défendu comme on le devrait. C'est vraiment, je pense, un problème de démocratie et même une violation de l'état de droit, le fait qu'aujourd'hui, on n'ait pas d'élection professionnelle parce qu'on n'est pas beaucoup de population, on n'a pas beaucoup de travailleurs comme ça en France à ne pas avoir ce droit-là. Je trouve que c'est assez scandaleux.
Donc, je pense qu'on a vraiment besoin de ça pour faire avancer notre statut. Tu fais la transition vers le live que nous aurons dans 2 semaines, le 1er octobre, où nous parlerons des réformes, tout sur les réformes en fait du régime artiste-auteur depuis ces dernières années, pour essayer d'éclairer aussi les mutations de ce régime et puis les changements, puisque vous savez qu'il y a un décret qui est sorti à la fin du mois d'août qui apporte en fait une consolidation du régime, des avancées, des régressions. On en parlera plus en détail, on analysera aussi avec des points de vue différents sur ce décret. Ce sera l'objet de notre prochain live et je sais que vous avez beaucoup de questions sur ce décret et sur sa mise en application concrète. Je vous rassure, nous aussi nous en avons et nous allons partager ça tous ensemble. Mille merci Richard, mille merci Isabelle et mille merci Aurélie d'avoir été présents ce soir. Mille merci à tous ceux qui contribuent aux vidéos live. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse une page crédit parce qu'à chaque fois à la fin j'ai peur d'oublier des noms, donc je ne vais rien dire du tout parce que je ne veux pas oublier un seul nom. Merci à l'équipe des modérateurs, à toute la commission, à toutes les personnes investies, aux artistes, auteurs et autrices aussi qui à chaque fois font les créations de contenu et de vidéos pédagogiques. Vous pourrez retrouver ce live du coup en différé sur la chaîne Twitch et YouTube de la Ligue. Et puis de manière plus générale, les pastilles individuelles que vous avez pu voir ce soir, si vous souhaitez les faire circuler, notamment les pastilles pédagogiques sur Dessine-moi un statut, qui toutes mises à la suite des unes des autres au fil de ces lives, devraient vous donner un aperçu d'informations synthétiques sur votre statut, enfin ce statut que nous n'avons pas exactement et que nous réclamons. Bonne soirée à toutes et à tous et on vous dit à très bientôt pour le prochain live le 1er octobre. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.